l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 31 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. Clermont est-il favori de cette finale de Challenge Cup? Pour en parler, j'ai réuni trois spécialistes du ballon ovale. Christophe Buron, Valérie Lefort et Jean-François Nunez qui ne cache pas son sourire depuis hier et ce maintien du stade aurillacois. Je pense qu'on en reparlera dans quelques petites secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On reviendra également sur la victoire de l'ASM face à Perpignan samedi après-midi, puis on enchaînera avec les traditionnels tops et les flops, et on finira avec le quiz. Mais pour commencer, messieurs, trois infos. On va évoquer bien sûr cette finale de Challenge Cup programmée vendredi à Newcastle, où près de 500 supporters clermontois seront présents dans les tribunes de St James Park. Donc un avion décollera d'Olna vendredi matin. Alors il reste des places dans cet avion, c'est un avion de 280 places. Il reste encore quelques fauteuils de libre, donc pour les personnes qui ne se sont pas encore décidées, vous pouvez contacter l'Interclub. Après il y a des supporters qui vont se déplacer par leurs propres moyens, mais on peut s'attendre à ce que St James Park sonne peut-être un petit peu creux vendredi soir. Oui, surtout que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de supporters rochers. Je me suis fait expliquer par le président de l'Interclub, M. Thierry Fraisse, qu'en fait, il proposait, en effet, il s'avait fait un peu le tour sur les réseaux, il proposait un package qui valait un peu plus cher que celui de l'ASM, mais 30-40 € de plus avec de nuit. Mais en fait, c'était des vols sur des vols réguliers. Et en fait, ils n'avaient que 40 places sur un avion et 60 sur l'autre. Donc, ils sont voilà, les 100 places ont dû être prises, avaient dû être vendues. Mais le Stade Rocher ne organisait rien de spécial, en fait. Il y a peut-être un bus qui allait s'organiser. Donc, il allait faire un bus. La Rochelle. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters français, en effet. Vous tablez sur combien? 500 500, oui, c'est ce que Thierry Fraisse m'a annoncé ce dimanche soir. Il y a beaucoup de Parisiens, parce que pour Paris, c'est un peu plus facile de rejoindre. Il y a 2 ans, quand on était à Édimbourg pour la finale de l'ASM contre les Saracens, la veille, le Stade français contre Gloucester. Bon, heureusement, les Anglais avaient fait le déplacement, mais sinon, c'est vrai que Murrayfield sonnait le creux aussi. Hein. Ouais. Alors après, il y a des packages qui sont vendus pour les deux finales, on verra. Mais en tout cas, pas sûr que St James Park soit plein. Le problème, c'est que les stades sont décidés à l'avance. C'est vrai que cette finale, elle se faisait à Paris, on remplissait le Stade de France. C'est vrai. Mais bon, ou à Lyon ou à Marseille, mais là, ou à Bordeaux, c'était parfait. Ça sera plus facile l'année prochaine. Oui, effectivement. À Marseille. Et puis bon, la finale de Champions Cup attire forcément plus que la finale de Challenge Cup. C'est ce que disait Thierry Fraisse aussi. L'engouement n'est pas le même côté clermontois cette année pour cette finale. Un vendredi soir, finale franco-française qui perd un petit peu du charme. Et puis un public un peu, pas blasé, mais très habitué au final. Et en effet, celle-ci fait un peu moins rêver. Et les Rochelais qui pouvaient se déplacer en nombre parce qu'ils ont un gros public, c'est vrai que c'est un déplacement compliqué, c'est loin. C'est vrai. C'est tout au nord d'Angleterre, donc ça fait quand même un gros déplacement. En tout cas, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles côté clermontois à une semaine de ce match. On l'évoquera tout à l'heure dans quelques petites minutes, mais c'est le retour à la compétition de Toeyava et de Cancorier qui étaient absents respectivement depuis 5 et 4 mois. Ils ont rejoué samedi. Un bon retour, notamment pour Toeyava. Ça peut mettre un petit peu le doute dans la tête de Franck Azema. Pas forcément le doute, mais ça peut le conforter. Danone a fini sa saison, pour moi, il n'y aura pas beaucoup de doutes. Mais bon. Ah non, mais Toeyava aligné dans d'entrée en finale face à La Rochelle, moi j'ai pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Hein. Ouais. Et puis sur ce qu'il a montré pendant une grosse demi-heure, face certes à une équipe de Perpignan qui est déjà reléguée, qui n'a plus rien à jouer, mais ce qu'il a montré pendant une demi-heure, savoir sa présence et c'est surtout son apport sur les ballons, les turnovers, les ballons de récupération ou remonter le terrain. Plus son pied. Plus son jeu au pied, ouais. La bonne nouvelle, c'est que ces retours interviennent à 5 semaines de la demi-finale, alors qu'elles étaient programmées un peu plus tard. Donc là, ça va leur laisser quand même un peu de temps de retrouver le rythme de la compétition et de monter en gamme. Et puis il n'y a pas eu de blessés en plus, surtout. En plus. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour le court terme, mais je rajouterai une petite bonne nouvelle pour plutôt le long terme. C'est la bonne prestation de Van Tonder en 3e ligne, qui offre une possibilité supplémentaire à ce poste pour les saisons à venir, il me semble.
Et pour terminer, dernière info, les 2 finalistes se sont imposés. Donc l'ASM a battu Perpignan 35-13 samedi. Et un peu plus tard, dans la journée, La Rochelle est venue à bout de Toulon pour le retour de Patrice Colazo à De Flandre, qui a été applaudi d'ailleurs par les supporters rochelais. Il a fallu quand même attendre les derniers instants parce que Toulon n'était mené que de 2 points à la 79e. Pour avoir vu ce match, en effet, Toulon n'avait pas fait de déplacement pour rien, quoi. On sentait vraiment qu'il y avait une volonté de vouloir s'imposer, mais bon, ce match, c'est un résumé de la saison de toulonnaise avec des fautes en pagaille, des cartons et une équipe qui a des qualités, qui est capable de produire du jeu, qui est puissante, mais qui a trop de scories dans son jeu cette saison. Le dernier carton jaune que prend Messam, il n'a pas le droit. Non. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est pas mieux d'avoir joué un match dur et compliqué pour La Rochelle que l'ASM qui a joué un match, quasiment un non-match même, qui était assez facile? Laquelle des deux est la mieux préparée? On en parlera peut-être tout à l'heure. La transition est toute trouvée pour évoquer et se lancer sur ce débat. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Et donc cette question, Clermont est-il favori de cette finale de Challenge Cup face à La Rochelle? Messieurs, Christophe, quel est ton avis? Oui ou non? C'est oui. Je pense que favorite sur le papier, bien évidemment. Elle a l'expérience, elle a le vécu de ces finales. Après, attention, ça reste une finale. Pour avoir vu quelques anciens samedis qui en ont vécu aussi il y a quelques années, voire des décennies, une finale, ça reste un match particulier. Même quand on est favori, il faut savoir élever le niveau et jouer au moins son niveau quand on est favori, à 100% de ses moyens pour remporter le match. Si l'ASM ne joue pas à 100%, il y aura un match et La Rochelle aura son mot à dire, ça c'est clair. Oui, et puis je pense qu'il y a une fraîcheur du côté de La Rochelle. C'est le premier titre de l'histoire du club qui est en jeu. Je ne veux pas dire que l'ASM va pas le prendre à la légère, mais c'est vrai que eux, ils peuvent avoir un enthousiasme et une envie décuplée qui peut être intéressante pour La Rochelle. Mais si l'ASM effectivement fait un match sérieux de bout en bout, aussi bien au début qu'à la fin, je pense que ça doit passer. Mais effectivement, il y a match parce qu'il y a une belle équipe en face. Le fait que ce soit une finale franco-française, est-ce que ça peut changer quelque chose, ces 2 équipes qui se connaissent Oui, alors c'est un peu différent forcément d'un match contre des Britanniques, mais enfin aujourd'hui les équipes, les vidéos circulent, tout le monde s'épie, tout le monde se connaît, il n'y a pas beaucoup de surprises non plus. Mais c'est vrai que dans l'approche, il y a un arbitre britannique, donc forcément au niveau de l'arbitrage ça peut changer un peu la donne, mais non, ça va être intéressant. Jean-François, ton avis sur Clermont est-il favori? Oui, alors je reprendrai ce que disait Christophe, le vécu, l'expérience, et je rajouterai une petite donnée. Alors certes, c'est simplement la petite Coupe d'Europe, mais après la saison vécue l'an passé, ça serait remonter sur la première marche et remporter un titre. Ce serait quand même la meilleure des choses pour les Clermontois qui ont été sevrés de phase finale l'an dernier sur le championnat. Pas en Coupe d'Europe, ils avaient été éliminés en quart par le Racing, il me semble. Mais ça serait une première façon de remonter là de l'endroit dont ils n'auraient jamais dû descendre, quelque part. Et Clermont reste sur 3 finales perdues en Coupe d'Europe quand même, 2013, 2015, 2017. Bon, peut-être que là, cette fois, 2019 sera peut-être la bonne. Oui, puis bon, autant c'est des cas de dégager un favori, comme tu le disais là, par rapport à une confrontation contre un club britannique. Là, c'est 2 clubs qui se connaissent et dont on peut comparer les résultats sur la saison. Et là, tout de suite, il y a un club qui est 2e, qui a déjà assuré sa place en demi-finale du top 14, et un autre qui va batailler. Et ça va être une donnée importante, parce que La Rochelle n'est pas encore qualifiée pour le tableau final, pour le top 6. Donc, est-ce qu'ils n'y ont pas laissé eux non plus un peu trop de jus sur ce match contre Toulon dont on parlait? Mais quand on voit les 2 parcours dans le top 14 des 2 clubs, évidemment qu'il y a un club qui se dégage favori, c'est Clermont. Jean-François, tu parlais tout à l'heure, avant qu'on entame ce débat, des matchs de ce week-end, dernière rencontre avant cette finale. Effectivement, c'est vrai que La Rochelle a dû s'employer pour venir à bout de Toulon. Clermont a eu un match totalement plus abordable et pénible, enfin particulier. C'était pas le même adversaire. Voilà, c'était pas le même adversaire. Est-ce que ça peut jouer ça dans la préparation? Alors, moi, je pense que oui, en effet. Je pense que oui. Alors, le match de l'ASM face à l'USAP est-il inquiétant ou rassurant? Je ne sais pas. En revanche, peut-être que le match livré par La Rochelle face à Toulon, peut-être que les Maritimes, ils y ont laissé un peu de gomme. Mais il est peut-être il est plus rassurant pour eux. Il est plus rassurant. Ils ont montré qu'ils pouvaient... À court terme, parce qu'ils sont
Ils sont dans le rythme, ils ont une grosse échéance, ils ont su la relever, mais est-ce qu'ils n'y ont pas laissé un peu plus de gomme et un peu plus de force que les Auvergnats face aux Perpignanais? Ou alors au contraire, est-ce que ça ne les a pas déjà mis dans le tempo d'un match à très haute intensité et à forte pression, comme celui qui attend les deux équipes vendredi soir à Newcastle? Valérie? Moi je pense que ça joue pas. On est au mois de mai. On serait au mois d'octobre avant le premier match de Coupe d'Europe, je dirais pas. Mais là, les équipes se connaissent, les gars savent où ils en sont. Donc on arrive dans le Money Time là aujourd'hui. Voilà. C'est le hasard du calendrier qui a fait ça, que l'ASM joue Perpignan, qui est déjà descendu, et que La Rochelle reçoive Toulon. De Colazo qui voulait lui laisser une belle image aussi à La Rochelle. Bon voilà, clairement s'ils avaient reçu Montpellier à la place de Perpignan et que La Rochelle ait reçu Grenoble ou Perpignan, on aurait dit le contraire. Donc non, je pense qu'aujourd'hui là, les équipes sont prêtes et je pense pas que ça joue là-dessus. Après, il y a des paramètres. Bon, on a parlé de l'arbitrage, mais il y a aussi celui des conditions climatiques. Quel temps il va faire à Newcastle vendredi? S'il fait le même temps que samedi au Michelin, Clermont a montré que c'était froid et pluvieux. Pas forcément une équipe tout-terrain, quoi. Froid et pluvieux. Et justement sur ce match, le match face à Perpignan, on a vu la touche, il y a certains lancements qui sont pas toujours très propres. C'est moins qu'on puisse dire. La charnière. Match un petit peu compliqué aussi. Est-ce que, Jeff parlait, est-ce rassurant cette victoire? Est-ce inquiétant? Quel est votre avis? Est-ce que justement, sur ce qu'on a vu par moment de ce qu'a produit l'ASM, est-ce que ça peut être inquiétant avant cette finale? Elle est ni rassurante ni inquiétante. Ils savaient qu'ils avaient un point à prendre pour assurer la demi, donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des efforts incommensurables. Et puis bon, on a bien senti que les gars avaient un peu déjà la tête ailleurs, qu'il y avait Newcastle qui se profilait. Donc ce match, il n'a pas beaucoup de signification. Et en plus, est venu s'aggraver, se greffer le temps, les conditions climatiques qui ont fait quasi hivernal, oui. T'as rien à gagner dans un match comme ça, juste à part te blesser. Moi, je trouve que c'est un match rassurant. C'est un match rassurant parce que on n'a pas eu de blessés. On a vu le retour à la compétition de Toeava. Oui, et on a vu ce qui a permis de lever les quelques doutes tout qu'il de peut suite y avoir. à quel niveau de performance il était déjà. Et avec une semaine de travail en plus, il sera encore meilleur vendredi. On a vu... Non, moi je trouve que c'est... Et puis bon, l'ASM... Vous allez peut-être me contredire, messieurs, mais est-ce qu'elle a fait 2 mauvais matchs consécutifs cette saison ? Probablement pas, non. Voilà, donc je me dis qu'ils pourront pas. De toute façon, ils joueront pas de la même façon, c'est clair et net, parce que l'adversité sera nettement plus relevée, il n'y a pas de doute. Mais je me dis que non, qu'on fait, c'est une bonne sortie rassurante. C'est une sortie pas bonne, mais rassurante, certes. Alors après, on parle beaucoup de l'ASM, mais il y a quand même beaucoup de matériel et individuel et de la qualité collective aussi du côté de La Rochelle. Hein. Parce qu'on peut faire le match des charnières, on peut faire le match des troisièmes lignes, on peut faire le match des impact players. Il y a beaucoup de matos du côté de Garbajosa et de Jono Gibbs aussi. Hein. Alors, il y a justement, tu parles de Jono Gibbs, le fait de retrouver un ancien coach, est-ce que ça peut changer quelque chose et amener un peu plus de... Non, ça se produit quasiment tous les week-ends entre les clubs. Ça n'a plus d'impact. Puis ils ont changé les combinaisons en touche, donc ça va. Quoi. Oui. Maintenant, ils perdent des ballons. Bon, vous êtes assez confiant. En tout cas, si l'ASM joue à 100%, ça devrait passer. Et puis il y a un peu plus. Alors, c'est vrai qu'il y a du matériel, comme dit Jean-François, à La Rochelle. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs d'une valeur, d'un niveau un petit peu plus supérieur à Clermont. Qu'à La Rochelle, il y a plus d'internationaux, il y a plus de facteurs X, il me semble. Enfin bon, ils ont de beaux joueurs quand même. On verra ça en tout cas. Écoutez, j'en ai parlé samedi soir avec Patrick Arletas qui a joué les deux équipes sur les 2 dernières journées. Il me disait 2 équipes au profil très similaires, avec des impact players et des mecs capables de faire la différence. On va avoir Retière d'un côté, on va avoir Penaud de l'autre. Il me dit, il y a Victor Vito qui, contrairement, alors lui possède l'habitude de ces matchs à haute intensité, couperé pour un titre. Yato certainement de l'autre, mais il donne un tout petit avantage, et là je le rejoins, par rapport à l'importance et au poids que peut représenter la charnière. Même s'ils n'ont pas été particulièrement brillants samedi, le duo Para-Lopez est un tout petit peu, semble un tout petit peu au-dessus de Carbarlo. Il y a alors, match, hein, Barlow, Balès et Yaya West. Voilà. On verra ça en tout cas vendredi, mais plutôt confiant, messieurs. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques petites secondes, les tops
et les flops, ainsi que le traditionnel quiz. Mais avant cela, on va revenir, on l'a déjà évoqué, on va revenir sur cette victoire de l'ASM face à Perpignan samedi. Un match particulier, match brouillon, sans rythme, mais voilà, la victoire, l'essentiel est là. Clermont a validé sa place pour la demi-finale à Bordeaux. Il était au calendrier de la saison, fallait le jouer. Puis bon, ils ont fait l'essentiel, ils ont pris les points qui leur manquaient pour valider leur place en demi-finale. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas une mauvaise soirée. Tout bénéfice, pas de blessés, 5 points. Et le retour de Toyava. Le retour de Toyava. On l'a vu, comme disait Christophe, le jeune Van Tonder. Alors, on est plus habitué à le voir en deuxième ligne. Hein. Il avait fait des rentrées déjà la saison passée, mais même cette année aussi. Là, il a été décalé en troisième ligne. Est-ce que aussi. Il a de bonnes mains aussi. On l'a vu sur le deuxième essai qu'il offre à Yato après avoir éliminé 4 défenseurs. C'est peut-être un parcours à la Ituria, un ancien deuxième ligne qui va peut-être être décalé en troisième ligne. Sait-on jamais. C'est un match qui confirme la bonne santé de la mêlée de Clermont, mais qui aussi confirme qu'en touche, rien n'est acquis et qu'il peut y avoir des trous d'air aussi à ce niveau-là dans la conquête clermontoise. Ouais, pas toujours avoir des lancements propres, effectivement, on l'a vu encore. Même si on le rappelle, les conditions étaient difficiles. Il y avait beaucoup de vent aussi. C'était compliqué. Parfait. Voilà, tout est dit sur ce match. Hein. On va poursuivre avec les tops et les flops dans ce podcast ici Montferrand. On va commencer avec toi, Christophe, avec ton top. Mon top, c'est le suspense qui règne dans ce top 14. Hein. Il reste 2 journées. Il y a encore 7 équipes pour les 4 places de barragistes. Donc on peut dire que les spectateurs et téléspectateurs en ont pour leur argent. Et puis il faut reconnaître que cette journée a montré qu'on n'était pas à l'abri de surprise. Hein. La nouvelle défaite de Castres à la maison, le Racing qui s'incline chez lui aussi. Rien n'est acquis. On était parti sur des certitudes il y a 2-3 journées et elles sont en train d'être mis un peu à mal. Alors, on n'est peut-être pas à l'abri d'un retour de Montpellier. Le Stade français qu'on disait moribond la semaine dernière a encore une infime chance, mais bon, même si ça va être très très compliqué, hein, ça va revenir. Le Stade français, il faut qu'il joue à l'extérieur. C'est clair. Il faut qu'ils arrêtent d'aller jouer à Jean-Bouin. Ça tombe bien, ils vont à Montpellier ce week-end. Ça va être un beau match. C'est important justement pour les deux équipes. Le Montpellier Stade français, il vaut cher. Sur le papier, on dirait que c'est Montpellier qui est largement au-dessus, mais allez savoir. Donc oui, un petit mon top, c'est ce suspense qui est toujours entretenu dans ce top 14. Très bien, Valérie. Alors le top pour moi ça va être Agen. C'était compliqué pour eux, ils allaient jouer à Grenoble. S'ils perdaient, ils voyaient revenir le FCG sur eux. Donc ils sont allés gagner à Grenoble proprement. Et là ils vont se permettre, puisque le calendrier leur offre 2 matchs à domicile pour finir contre Castres et le Racing, donc ça va être un peu la fête au village et je trouve ça assez sympa. C'est bien. C'est chapeau à Régiardo et Prosper. Je crois qu'Agen, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ne se sont pas trompés de championnat. Ils ont ciblé les matchs qu'il fallait et ils ont gagné à Perpignan, ils ont gagné à Grenoble, ils ont gagné chez eux contre ces deux-là. Ils étaient au rendez-vous là, quand ils les fallait. Sur la confrontation directe. Et ils ont. Alors c'est évidemment, il y a des attracteurs contre cette stratégie, mais ils ont lâché aussi des matchs parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils ont pris 70 ici. Bon, ils savaient qu'ils n'avaient pas gagné ici, donc, mais par contre, leur vrai championnat, ils ont répondu présent. Chapeau à eux. Mon top, quel suspense. Mon top, ça va être Joris Second. Voilà. Le buteur du Stade Aurillacois, qui a été un acteur primordial du maintien des Cantaliens. Alors, c'est un excellent buteur, hein, mais c'est un très bon animateur. Mais ce que j'ai trouvé d'intelligent chez lui, c'est qu'il a vu qu'il n'était pas en forme optimale dans ses tentatives de pénalité ou de transformation. Il était à 1 sur 3, donc il a laissé le but. Voilà, il a laissé taper Thomas Salle, qui d'ailleurs a mis les 2 pénalités qui permettent de ramener un bonus, ce qui ne l'a pas empêché de réussir 4 drops quand même. Ce qui est rare, 4 drops dans un match, ça n'arrive pas souvent. Dont le dernier à plus de 40 mètres, qui était très compliqué. Donc voilà, mon top, c'est ce jeune joueur qu'on annonce sur le départ du côté du Racing la saison prochaine, mais qui devrait être dans la foulée à nouveau prêté au Stade Aurillacois. Donc voilà. Très bien. Ton flop, Christophe. Mon flop, c'est nos amis de la charnière clermontoise, parce qu'ils ne sont pas noyés dans le Michelin samedi dernier, mais samedi soir. Mais je les ai trouvés un petit peu pointés, pas trop à l'aise dans l'animation, pas très très rapide non plus. Morgan Parra, a eu un peu de mal derrière c'est vrai que dans les rucks c'était pas simple. L'USAP a essayé de faire le métier quand même dans ces phases-là. Mais j'ai trouvé un petit peu plus long que d'habitude et moins à l'aise. Et avec les conditions évidemment, on a vu échapper beaucoup trop de ballons. Enfin, plus qu'à l'accoutumée en tout cas. Et Camille Lopez, c'est un peu dans le même style, quoi. On sentait que les gars avaient la tête un peu ailleurs, ils ont besoin un peu
de terrain sec et de vrais matchs peut-être pour monter le curseur. Très bien. Alors moi, Valérie. mon flop, ce sera le Racing. Qui n'avait pas le droit de perdre à la maison dans le derby contre le Stade Français. On le voyait venir gros comme une maison, ils n'ont pas été capables de répondre. Et là, ça fait 1 mois et demi depuis ça a commencé avec la première défaite contre Toulouse à domicile en championnat. Ils se sont mis un peu le grain dans la tête et ils l'ont reperdu derrière en quart de finale de Coupe d'Europe. Et voilà. Donc c'est la 5e défaite quand même du Racing cette saison sous ce merveilleux dôme. Non, je plaisante. Sous ce terrain affreux. Et voilà. Donc 5 défaites. Voilà. Bon, ils ont un calendrier fin de championnat qui devrait leur permettre de se qualifier puisque bon, ils vont à Perpignan. Donc logiquement, ils doivent prendre 5 points. Ils devraient se qualifier. Mais enfin bon, ça devient un peu difficile là. On a vu des images du vestiaire avec Jackie qui pique une grosse colère ou pas là? Non, j'ai pas vu. On n'a pas vu. On a vu le ventre-glisse de Philippe Sella, mais on oui, ne sait pas si... Et on a juste vu le Stade Français dans son vestiaire à lui. Vestiaire. J'en avais déjà parlé. Hein, oui. Bref, dans son placard balai. Voilà, placard balai. Jean-François, le flop. J'en avais parlé ici même il y a un peu plus d'un mois. C'était la section paloise. Je reviens à la charge avec un 83-6 du côté de Toulouse qui s'est amusé, qui a ridiculisé les Béarnais. Faut appeler un chat un chat. Hein. Sur ce coup-là, les Béarnais ont été ridicules. Vous avez envoyé beaucoup d'espoir, mais enfin, c'est vrai que ça fait tâche. Ça fait tâche. J'avais parlé il y a un mois d'un accident industriel en prévision. Depuis Manix avait sauté. J'avais dit que c'était peut-être pas la pire des choses qui pouvaient arriver à la section, mais quand on voit ce budget de 25 millions, le 8e du top 14, cet effectif, il y a des joueurs de talent dans ce groupe. Quand on voit ce qu'elle est capable de produire la semaine dernière et les voir là, c'est le flop, c'est mon flop de la journée, c'est clair et net. Joueur de talent, sera pas loin d'être le flop de la saison d'ailleurs. Je pense, oui, effectivement, parce qu'on se rappelle, il y avait eu des soucis au niveau de l'effectif pendant les fêtes de fin d'année, me semble-t-il, oui. Et forcément, ça laisse des traces derrière avec l'éviction de Karl Lehmann, qui a été mis sur la touche. Oui, il y a eu une friction entre joueurs et membres du staff. Ça avait été assez tendu, je crois. Donc ça fait un petit moment, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et vivement la fin de saison. Voilà, je pense, oui. Il va falloir repartir d'une page. Et heureusement pour eux, ils ont pris des points sur la première partie de saison. Heureusement, parce qu'il pourrait y avoir le feu du côté de la section. Merci, messieurs. Nous approchons de la fin de cette émission dans ce podcast ici Montferrand. On va se quitter avec le traditionnel quiz. Messieurs, semaine de finale européenne, donc on va forcément s'intéresser aux dernières finales de Challenge Cup disputées par l'ASM. Dernière, ça commence à remonter. Hein. Ah ouais. Effectivement. C'est quand les années 99? Donc il y a eu 99, il y a eu 2004 et 2007. Ouais. On va s'intéresser tout de suite à la finale de 99, justement. 2 joueurs de l'ASM ce jour-là avaient écopé de carton jaune. Lesquels? En quelle année? En 99, face à Bourgoin. Victoire de l'ASM 35-16. Arnaud Coste? Merle? Non. Versailles? Non, Versailles jouait pas. Ah bon? Il était déjà parti à Biarritz. Je vais dire les mecs que je connais. Qui c'est qui a pris un carton jaune sur ce match-là? C'est pas Coste, non? Non. L'Hermé? Non. Éric Lecomte. Pour un, oui. Oh. Éric Lecomte et... C'est pas un 3/4? Ah. Non. Avec le compte. Tu étais Christophe? J'y étais, mais moi aussi. Moi j'y étais pas, j'ai eu circonstances atténuantes. Pas d'indice. Pas d'indice, aucun indice? Ah non. Pas David Barrier, je crois pas. Son nom commence par M, allez. Ménieux, ouais. Qui a blanchi. C'est tout blanc aujourd'hui. Bien grisonnant, on va dire. Tu l'as vu samedi? Bien grisonnant. C'est un des rares que j'ai eu du mal à reconnaître, moi. Il a maigri? Alors, autre question, on va basculer sur la finale de 2004. Qui butait côté Clermontois ce jour-là? Merceron. C'était contre qui? C'était contre Harlequins. C'est pas Merceron qui bute? 2004. Chanel s'est fait buter les fesses? Non. Stéphane Jones, c'est pas. Non, il a... Qui c'est qui le demi-mêlée? C'était qui le demi-mêlée? Non, c'est Mignoni, mais... Non. Qui c'est qui butait? C'est pas Anthony Floch? C'est Anthony Floch, c'est ça, qui avait inscrit 13 points dans ce match. Alors on va rester, messieurs, sur cette finale de 2004. On va innover un petit peu dans ce quiz. Il y avait 22 Clermontois sur la feuille de match. Donc on va, à tour de rôle, vous allez me citer les 22 joueurs qui étaient présents sur la feuille de match. Le premier qui ne trouve pas donc, est éliminé. Voilà. Allez, Christophe, commence. Mais par quel... Ah non, mais il y avait 22 joueurs. J'ai la liste, je vais les rayer au fur et à mesure. Malzieu, Rougerie, Floch.
Ah non, mais Ah non, juste un seul, et on tourne. Malzieu. Rougerie. Flush. Alors, J'ai passé un tour. J'ai passé un tour, je suis assez fier. On en profite, ouais. Malzieu, Roserie. non, éliminé Christophe. Quoi, Malzieu, non? Malzieu n'y était pas. Donc ça va se jouer entre Valérie Ah zut! et Jeff. Il y était Flush, ouais, c'est bon. Floche, ouais, Floche et Rougerie, c'est bon. Merci. À toi, Valérie. à toi. Ouais. Éliminé, oui. Donc en Terminé. 2004. T'as du temps, Greg? Parce que ça va durer là, je crois. C'est affreux, hein. On perd la mémoire. Barrier. Non. Non, éliminé. Mignoni. Oui. Ah oui. Mignoni. Donc l'as dit c'est tout à Jeff qui gagne. Je vais vous donner l'équipe. Escroquerie, alors là, C'est un scandale. c'est quoi ce jeu? C'est un scandale. Je vais quand même vous donner donc les 22 joueurs. Donc on va commencer par les 15 titulaires. Il y avait Soulette, Azam et Atoub pour la première ligne. Lowe et Thibaut Privat en deuxième ligne. Reynaud, Magne, Vermeulen en troisième ligne. À la charnière, Mignoni, Merceron. Aux ailes, Cusbic et Rougerie. Au centre, Marche, Chanal et Floche. À l'arrière. Les remplaçants, Hautebert, Pierce, Emmanueli, Coqueril, Dieudé, Moreau et Viars. D'accord. Voilà. Dernière question, la finale de 2007, donc victoire face à Basse 22-16. Quel Clermontois avait inscrit le premier essai? Tony Marche. Non. 2007? Oui. Ah non, alors attends, c'est... Marche avait marqué un essai, effectivement, ce jour-là. Ouais. Qui était Valérie aussi. Malzieu. Malzieu, c'est ça. Qui avait inscrit le premier essai. Le troisième essai clermontois avait été inscrit par Brock James. Voilà, l'épisode 31 du podcast ici à Montferrand est terminé. Un épisode que vous pouvez bien évidemment télécharger sur les différentes plateformes. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci Manuel. Bonne journée et à très vite sur Sport Auvergne. Bonne journée, salut. Au revoir.